Bienvenue dans Culture Caso, notre rendez-vous culturel où on s'interroge, on examine, on explore et surtout on s'inspire. Pour m'accompagner dans cette émission, nous avons, comme d'habitude, Angélique. Bonjour Olivier. Ravi de te voir. Moi aussi. Comment vas-tu? Très bien. Et nous avons également Gabriella. Ravi de t'accueillir sur ce plateau, Gabriella. Comment vas-tu? Ça va très bien, Olivier. Moi, je suis très contente d'être là avec vous. Au sommaire de cette émission, nous aurons donc, comme d'habitude, nos 3 rubriques. Donc, la première rubrique, l'invité du jour. Nous allons vous présenter notre invité qui va nous expliquer son parcours et les inspirations qui l'ont poussé à écrire ce livre. Ensuite, nous aurons la deuxième rubrique, La parole est à vous, avec Angélique, qui va explorer le livre avec notre invité. Et ensuite, nous terminerons par le cas pratique avec Gabriella, qui va poser un cas pratique à notre invité qui nous répondra. Sans transition, passons à la première rubrique, l'invité du jour. Et si la réussite académique ne dépendait pas seulement du quotient intellectuel, mais d'un mindset? Et si vous aussi pouviez rejoindre les 5% d'étudiants qui réussissent leurs études, leur carrière et leur vie? C'est cette question-là que nous allons tenter de résoudre lors de cette émission. Et pour répondre à cette question, nous avons un invité de choix qui s'appelle Gloire Musimois. C'est un jeune mentor, coach et passionné de la jeunesse. Et pour répondre à cette question, nous avons un invité de choix qui s'appelle Gloire Musimois. Bonjour Gloire, content de t'accueillir sur ce plateau. Bonjour Olivier, c'est pour moi un réel plaisir d'être ici avec vous. Écoute Gloire, je vais commencer par te présenter pour les invités. Bien sûr. Donc tu viens donc de la RDC, République démocratique du Congo. Ouais. Donc tu es originaire de Bukavu, tu es économiste de formation, donc tu as fait un premier diplôme à l'université évangélique en Afrique. Ouais. Ensuite, tu as poursuivi tes études supérieures ici en Belgique, donc à l'université d'Anvers, où tu as eu un master en mondialisation et développement. Waouh! Et également donc un autre master en analyse des données et évaluation des politiques à l'université catholique de Louvain. Alors, tu es un passionné de la jeunesse, du leadership et de l'impact social. Donc, tu t'es d'ailleurs formé donc, dans plusieurs grandes écoles, notamment à Dakar. Et donc, ici, donc, tu as une expérience donc, de plus ou moins 7 ans dans la finance et dans la data analyse. Tu as une expérience de 7 ans dans le domaine de la finance, dans la data, et tu as collaboré donc, avec plusieurs organismes internationaux comme USAID, Connecteur, etc. etc. Aujourd'hui, donc, tu consacres ton énergie donc, pour pouvoir inspirer les jeunes et les équiper donc, pour pouvoir réussir leur vie. Est-ce que c'est correct, Gloire? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter peut-être? Je vais préciser que donc, l'expérience professionnelle avec la finance, la data, j'ajoute aussi les ONG, parce que j'ai travaillé aussi dans le domaine des ONG, dans le domaine humanitaire. Donc c'est ce parcours-là de 7 ans qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et donc les projets-là, c'est particulièrement aussi d'une ONG où j'ai vraiment beaucoup œuvré. Premièrement, quand j'étais étudiant, ça m'a permis d'acquérir des expériences. Et après, quand j'ai quitté le monde de la finance où je travaille, j'avais décidé de me consacrer à temps plein. Et c'est là qu'il y a eu des financements des USAID, 11 Belgique, Connect Air et pas mal d'autres institutions internationales. Ok, très intéressant. Donc, Gloire, donc, avant d'être tu es un jeune engagé. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer donc, ton parcours et d'où te vient ce désir de pouvoir accompagner les jeunes? Parce que c'est vraiment l'un de tes fardeaux. Oui, en tout cas, ça date de mon parcours. Vraiment, ça commence en 2011. À la base, je suis quelqu'un d'introverti. Donc, j'étais beaucoup plus dans mon coin. Mais un jour, ma grande sœur est venue me dire qu'elle fait partie d'un groupe de jeunes où on peut s'exprimer librement dans la langue de son choix. Et du coup, ça m'avait parlé. Et c'est là qu'elle me dit que l'organisation en soi, ça s'appelle Génération Épanouie. Là, je venais d'obtenir mon diplôme du secondaire, donc je venais de finir mon bac. Et du coup, je lui dis que je vais aller avec elle dans cette organisation. Et c'est là que je découvre Génération Épanouie quand je commence juste mes études secondaires. Et là, on est dans un contexte où les jeunes sont désorientés, les jeunes manquent d'encadrement parce qu'ils n'ont pas des espaces, des centres ou des modèles auxquels ils s'identifient dans la société. Et du coup, c'est là que j'apprends pour la première fois les notions de leadership, comment avoir une vision, comment se fixer des objectifs, comment découvrir son identité, ses dons et talents. Et donc, de l'université jusqu'à présent,
ça me passionne et je m'engage dedans. Jusqu'à ce qu'on commence même à me responsabiliser quand même quelques postes de responsabilité. Okay, donc c'est vraiment au travers de cette expérience que ça a vraiment nourri ta vision, ça t'a poussé vraiment à aller beaucoup plus loin. Oui. Alors ici, donc, le livre qu'on va présenter aujourd'hui, donc c'est le guide de l'étudiant du XXIe siècle. Donc c'est un livre que tu as coécrit avec Nadège Chiboko. Alors la question que j'ai donc par rapport à ça, donc qu'est-ce qui t'a poussé donc à prendre la plume pour écrire ce livre? Donc le guide de l'étudiant du XXIe siècle. Oui, en passant, je salue d'abord ma co-auteure Nadège Chiboko, qui est présentement en train de poursuivre son master de spécialisation en médecine nucléaire à Dakar. Donc l'idée nous est venue parce que nous tous, on fait partie des Générations Épanouies, qui est la structure qui nous a en tout cas encadrés ou formés. Et comme on était déjà des animateurs des jeunes, donc on avait d'autres jeunes sous notre responsabilité, un jour avant la rentrée académique, on s'est dit il faut quand même qu'on organise une session pour équiper les jeunes et les partager nos expériences parce que nous, on faisait partie des meilleurs de notre promotion, les 5 premiers, les 10 premiers de notre promotion. On s'est dit, si, comme c'est la rentrée scolaire académique, généralement vers septembre, on décide d'organiser une émission, pas une émission, mais une session dans notre centre espace jeunes de Génération Épanouie avec les jeunes. On fait l'affiche, on lance les réseaux sociaux, les jeunes viennent, ils participent. Et après la session, ils sont intéressés. Ah, comment vous avez fait ça, tout ça, tout ça. Et l'église locale ont participé. Quand ils ont vu l'émission sur les réseaux sociaux, ils nous ont dit c'est mieux aussi que vous venez partager la même thématique avec nos jeunes aussi durant les cultes des jeunes. Et c'est comme ça qu'on a partagé pour la première fois. Et on nous a invités même dans d'autres écoles. Et même dans une des écoles dans lesquelles Génération Épanouie avait un club d'épée. On est parti là-bas aussi animer la même session. Et ça éveille quand même quelque chose auprès des jeunes élèves, auprès des jeunes étudiants. Mais les années ont passé. Ce n'est qu'en 2023 ou 2024, là où je suis actuellement au niveau de ICC Anvers, le pasteur Dominique nous dit que tous et chacun de nous a une capacité d'écrire un livre. Et du coup, lui, en tout cas, il a déjà écrit une dizaine, une vingtaine de livres. Ça me parle et ça me dit, OK, je vais m'y mettre aussi. Et quand je commence à raisonner sur quoi est-ce que je vais écrire les livres, je me dis, mais j'ai encore mes contenus par rapport à cette formation. À la base, je voulais juste écrire aux étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études. Mais comme je me suis passionné aussi au niveau de l'écriture, où j'étais en train d'apprendre comment on écrit un livre, j'apprends qu'on n'écrit pas les livres pour soi seulement. On écrit un livre pour un public. Et du coup, pour que les livres puissent parler au public, il faut savoir dès le départ quel est leur besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Et c'est là qu'un étudiant me dit qu'on n'a plus seulement besoin de réussir nos études. Ce n'est pas ça. Parce que des fois, on réussit les études et quand on finit, mais on se demande encore, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là que j'ai restructuré le livre tout entier. Et je comprends qu'il faut commencer quelque part avant de parler des réussites académiques et puis amener aussi les étudiants à un autre niveau, quoi. Alors, ce livre, tu l'as écrit avec Nadège Chiboko. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à l'entraîner dans ton projet? Parce que là-bas, c'est ton projet à toi, si j'ai bien compris. Ah oui, le projet était venu de moi, mais comme on animait ensemble les sessions, et elle, comme elle était médecin, quand on animait les sessions, elle parlait beaucoup plus de comment fonctionne le cerveau. Donc, comment le cerveau parvient à retenir la matière. Et du coup, je m'étais dit, cette partie-là, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne suis pas vraiment bien doué pour le faire. Et donc, je lui dis qu'il faut qu'on écrive ce livre et je ne vais pas l'écrire sans toi. C'est ce qu'elle me rappelle souvent. Tu me disais que je ne vais pas écrire ce livre sans toi. Et du coup, je lui disais, je vais surtout que cette partie qui explique aux étudiants comment, en tout cas, le cerveau parvient à retenir la matière. Je pense qu'on va en parler. C'est surtout l'une des stratégies qu'on partage, la magie de la répétition, ou la répétition espacée. Exactement. Et là, elle essaie d'expliquer un peu comment la matière rentre dans le cerveau, comment on parvient à retenir grâce à cette capacité-là d'étudier de manière espacée. OK. Ouais. Et comment est-ce que vous êtes répartis finalement la rédaction de ce livre? Avant, chacun écrivait de sa part. Ouais. Et puis, à un moment, c'est moi qui faisais la centralisation. Donc, c'est moi maintenant qui structurais, OK, ça doit être ici, ça doit être ici. On avait déjà une idée qu'on doit diviser les livres en 3 parties. Okay. Et donc, la première partie, c'était le mindset. Moi, j'avais déjà commencé à écrire les premières parties parce qu'elle venait de quitter la RDC pour le Sénégal. Et du coup, quand je l'avais partagé déjà la partie que j'avais faite, elle savait déjà, OK, ça c'est déjà bon, je peux ajouter ça, je peux ajouter ça, je peux ajouter ça. Et surtout sur la partie là de comment faire la répétition espacée.
D'accord, mais ça, on va explorer ça avec Angélique tout à l'heure. Oui, Donc, oui. juste avant de passer à la rubrique d'Angélique, j'aimerais que tu puisses te présenter. Donc ici, on va le faire un peu de manière décalée. Donc, si tu pouvais te comparer à un objet, à un plat, un animal, pour décrire ton caractère, quel serait donc cet animal, ce plat? Est-ce que tu es comme la fourmi, est-ce que tu es travailleur, tu es comme le piment, tu as un peu imprévisible? Oui, je vais m'identifier à la fourmi, mais je pense aussi au lion. Lion, pourquoi? Ouais. Le lion, il est de nature calme, Mhm. mais à un moment, il attaque. Je m'identifie aussi au lion parce que je suis l'aîné de ma famille, comme les rois, les kings, tout ça. Et à la fourmi aussi, en tout cas parce que j'aime travailler. Mhm. Et cela, je l'ai appris directement dans la génération épanouie. Parce que notre président, Rodrigue Bourama, qui est aussi mon premier mentor, en tout cas, c'est la chose qu'il nous inculquait. Plusieurs fois, on me fournissait un travail, mais il me disait non, non, c'est pas encore bien fait. Il nous critiquait des fois. Ça faisait mal, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire. Mais quand tu lui présentes, il dit que c'est pas bien fait. Alors, ça nous poussait toujours à aller au bout et je pense que ça m'a forgé. J'ai gardé cette habitude jusqu'à présent, même là où je suis en train de faire ma consultance comme économiste et statisticien. Ok, donc une fourmi de nature calme, donc lion-fourmi. Ah oui, en tout cas, je peux m'identifier dans les deux. Fourmi parce que, en tout cas, je suis travailleur. Le lion parce que, en tout cas, il n'est pas très agité. Il est un peu calme, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la deuxième rubrique avec Angélique. Merci. Voilà. Bonjour Gloire, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, très très bien. Je suis très contente de t'accueillir et j'ai été agréablement bénie par le guide de l'étudiant du 21e siècle. Comme il l'a dit, c'est un livre qui s'articule en 3 parties. On commence par d'abord le mindset. Ouais. C'est d'abord important. D'abord, il faut savoir qui tu es, ce que tu fais, là où tu vas. Et ça m'a interpellée parce que c'est... D'abord, on se dit qu'on va à l'école, on est là, on se trouve dans une salle de classe, mais il faut aller plus loin. Si tu viens, tu t'assois et tu dois te dire « qu'est-ce que je fais ?» Et je me suis surprise parce que les guides de l'étudiant, j'imagine que pour toi, tu l'as écrit ou c'était plus pour ceux qui ont fini le bac. Qui sont à l'université. Oui. Qui sont à l'université. Et je me suis dit, pourquoi pas le présenter même à ma fille de 12 ans qui vient de commencer ses secondaires. Et je dis, j'ai commencé à lui parler de certains des principes et je me suis dit, c'est important de le transmettre à plusieurs générations, à plusieurs tranches d'âge. Maintenant, la question que je me pose aussi, c'est, tu vois, tu as entendu parler de la génération Z. Oui, oui, oui. Ceux qui viennent, qui sont là, qui essaient, on peut dire quoi, minimiser l'effort, ou bien qui s'arrêtent à ce qu'on leur demande souvent. Mais comment susciter l'intérêt? Comment faire passer ce livre, de se dire à la génération Z, de se dire, parce qu'on dit jeunesse épanouie, quand on dit jeunesse épanouie ici aussi, on peut se dire, voilà, il faut que je me sente bien, mais comment leur donner l'envie de faire partie de ces 5% d'étudiants qui se démarquent, qui ont envie de réussir leurs études, leur vie, qui se disent que maintenant je me donne un objectif de terminer avec la distinction, la grande distinction. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut leur susciter? Comment est-ce que cela peut... ils peuvent avoir cette envie-là? Parce que c'est comme si on allait à contre-courant. Donc, Oui, en fait, je vais partir d'un cas concret que j'ai vécu parce que c'est une question qui était en train de revenir plusieurs fois. Surtout quand on va les études, il y a ceux qui se disent bon, je peux réussir avec les pourcentages que j'avais. Je m'en fous, pourvu que je passe des promotions. Exactement. Mais récemment, j'ai suivi un camp, je pense que c'était animé à Paris avec le pasteur Juliana, et qui a dit quelque chose qui a été interpellatif pour moi. Quand il disait que quand je travaille avec les jeunes actuellement, oui, je trouve qu'ils ne sont pas motivés. Ils ne se donnent pas l'effort. Elle est revenue sur les mêmes points. Et elle a fait la corrélation du fait qu'elle trouve que c'est parce qu'ils ne s'engagent pas sur le plan académique. Ils ne fournissent pas les efforts au niveau scolaire. Et là, elle était en train de les encourager à cultiver l'excellence. Amen. Et là, elle a dit que ça doit commencer quand même au niveau de l'école. Parce que c'est là qu'on apprend les compétences qui vont nous permettre demain à être diligents dans notre façon de travailler et dans tout ce que nous faisons après. Donc, pour les encourager, la génération GED doit avoir à l'esprit que l'école nous prépare à cultiver des compétences qui demain vont nous servir dans notre vie active. Exactement.
Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs dans l'introduction, Oui. tu dis bien c'est 5%, mais ce n'est pas uniquement pour réussir à l'école, mais également réussir sa vie. Réussir sa vie. Voilà. D'ailleurs, les 5% là, je l'ai tiré d'un des principes de Napoleon Hill. Parce que c'est un auteur qui m'a marqué aussi, avec plusieurs livres comme Réfléchissez et devenez riche, qui est le plus populaire, ou les 16 lois du succès. Et lui, il dit que 95% des gens dans le monde, ils dérivent. Donc, ils n'ont pas de plan précis, ils n'ont pas d'objectif précis. Il y a même ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là sur la Terre, en fait. Et lui, il a dit que c'est 95% des gens qui se comportent de cette façon-là. Et moi, je l'ai maintenant assimilé aussi au niveau des étudiants. Exactement. Et j'ai eu à faire une observation donc, pour regarder si c'était vraiment réel. On m'avait invité pour participer dans les assises des études, pour intervenir encore sur ce que j'ai partagé dans les livres avec les étudiants et les parents. Et j'avais fait le même exemple, le même exercice. Combien des élèves ou des étudiants se sont fixés les objectifs avant d'aller à l'université à cette rentrée? Donc, qui s'est dit, cette année, je vais obtenir, par exemple, 80, 70 ou 90%. Il y avait très peu d'étudiants. Il y avait que quelques-uns qui s'étaient réveillés, et puis je leur ai dit, voilà. Donc, avec vous, je peux quand même confirmer cette théorie que 5% des gens qui savent déjà dès le départ ce qu'ils veulent faire de leur vie. Oui. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que bon, on a Gloire qui vient quand même d'une famille où tu as été encouragé, tu avais un bon cadre, qui écrit le livre. Mais également, il y a Nadège qui est là, qui part d'un départ un peu plus compliqué. Tu peux donner un peu le contexte de Nadège, comme ça on peut un peu comprendre l'écriture aussi. Oui, au fait, Nadège, elle, très tôt, elle est devenue orpheline de père. En même temps, il y a sa maman qui n'avait pas fait l'école classique, donc elle ne savait pas lire et écrire, on le dit. Oui. C'est né après qu'elle a pris juste les cours pour apprendre à écrire. Et pour elle, vraiment, comme il raconte dans les livres, ça a été trop compliqué. D'ailleurs, elle étudiait grâce à une fondation, SOS, je ne sais pas si beaucoup les connaissent, mais c'est une fondation qui encadre les jeunes ou les enfants orphelins dès le bas âge et il les aide à les scolariser quand même pour qu'ils puissent avoir un bagage intellectuel. Mais elle est arrivée à un moment où, je crois que je ne dis pas de bêtises, elle n'avait plus cet accompagnement dans le SOS, soit après l'école primaire. Là, ils ne prennent plus en charge les gens. Et du coup, la personne qui a commencé à la prendre en charge, c'était devenu compliqué aussi. Mais elle a gardé la foi. Elle a gardé la foi. Des fois, elle commençait l'année sans savoir comment est-ce qu'elle va finir à payer les frais académiques. Exactement. Mais en tout cas, la main de Dieu a toujours été avec elle jusqu'à ce qu'elle a fini. Et un peu trop tard, comme quand même elle obtenait aussi les bons points sur le plan académique, elle a pu bénéficier d'une bourse de book. C'est une bourse qu'on accorde aux étudiants congolais, en tout cas qui se distinguent. Ça lui a permis quand même de finir son année. Et même actuellement, là où elle continue son master en médecine nucléaire au niveau de Dakar, elle bénéficie toujours de cet accompagnement-là. Et ce qui est inspirant dans son histoire, c'est que, comme dit Angélique, donc elle a un départ qui est compliqué. Compliqué, oui. Donc elle a l'orpheline, une maman qui est à peine alphabétisée. Oui. Et finalement, donc, elle arrive quand même à se démarquer. Donc elle a connu l'échec. Donc sa dernière année, elle explique qu'elle a connu l'échec. Et puis donc c'est de cet échec-là qu'elle arrive à rebondir. Et maintenant, comme tu dis, donc elle est donc en train de faire un doctorat médecine nucléaire. En médecine nucléaire. Donc c'est vrai que c'est inspirant. Et en plus, donc elle explique que pour une femme, une femme ambitieuse en Afrique, c'est un peu compliqué. On lui dit, écoute, si tu es trop ambitieux, tu ne vas pas te marier. Mais elle a réussi à garder le cap. Donc ça, c'est vrai qu'elle a une histoire quand même inspirante. Et c'est vrai que c'était pas mal, finalement, de mettre son histoire, qu'elle puisse raconter son histoire. Parce que là, ça montre que, bon, même si ton départ est mauvais, il y a moyen de réussir, en fait. Il y a moyen. Parce qu'au départ, elle s'est fixé cet objectif-là. Elle sait que s'il réussit ses études, ça sera les opportunités de lui ouvrir des portes. Oui, exactement. Et surtout, elle parle de cet objectif-là. Il faut que je réussisse, au fait. Et je vais me distinguer, peu importe les conditions dans lesquelles je vis, même si des fois, le soir, comme elle l'explique, et des fois, elle devrait lire ses notes sans courant électrique, tout ça. Mais ça ne lui a pas empêché. Donc, les circonstances ne lui ont pas bloqué. Voilà. Et moi, je trouve que ce livre, vraiment, comme il est dit, il est dédié pour les étudiants aussi qui ne se sentent pas comme Nadège ou d'autres qui ne se sentent pas encouragés. Si tu ne te sens pas encouragé, tu sens qu'il n'y a pas de cadre,
mais malgré tout, prends cette décision d'aller à contre-courant. Parce que si tu fais partie des 5%, ça veut dire qu'il y a 95% qui n'ont pas la même façon de penser que toi. Mais c'est ce que Dieu attend de toi. Parce qu'il a dit que tu seras la tête et non la queue. Donc au travers de ce livre, je crois que tu peux aller plus loin. Tu peux te dire, c'est possible. Lis les témoignages, va plus loin, mais donne-toi cet objectif-là. Ils disent même qu'au début, tu prends le temps, tu prends 15-20 minutes, tu vois ta vision, tu fais le bilan de là où tu es. Avant d'aller plus loin, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu attends? Il y a des questions qui sont stipulées dans le livre qui illustrent bien le questionnement que tu dois faire à ce moment-là. Mais prends le temps, quand tu commences ton année, même si jamais c'est en cours d'année, et comme ça, rien ne pourra t'ébranler. Rien ne pourra te faire changer d'orientation de ce que tu as prévu dès le départ. Mais on va quand même continuer avec notre invité. On va passer donc à la troisième rubrique avec Gabriela qui va vous poser donc des questions concrètes que les étudiants se posent. Okay. Passons à la troisième rubrique avec Gabriela, le cas pratique. Alors, bonjour Gloire et merci d'être ici parmi nous. Moi, je suis étudiante et comme le cas de beaucoup d'étudiants, on se pose un peu des questions sur votre livre. Et vous parlez dans votre livre de la nécessité de s'autodiscipliner. Et qu'est-ce que cela veut dire sur le long terme? Quels objectifs est-ce que les étudiants peuvent prendre pour pouvoir être motivés et pour pouvoir garder cette motivation sur le long terme? Ok, on parle d'abord de la définition, en tout cas qui est la plus courante de la discipline. La discipline, c'est cette faculté-là de faire ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Et il y a un de mes auteurs préférés, Herman Capo, qui dit que même si tu ne te sens pas bien dans ta peau, je essaie d'exagérer dans ce sens-là. Et donc là, c'est quelqu'un qui est discipliné, j'estime que c'est quelqu'un qui doit déjà avoir son objectif. Il doit savoir ce qu'il est en train de chercher ou ce qu'il vise. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu dérives un peu comme Napoléon il l'a dit. Donc tu n'auras même pas cette envie-là de fournir des efforts, de t'auto-discipliner pour pouvoir accomplir quelque chose. Maintenant, un cas concret pour un étudiant, il sait déjà je vais à l'école parce que je vais réussir ou parce que je veux qu'après mes études, je puisse devenir tel ou tel. C'est pas de cet objectif-là, tu te fixes ton plan. Comment j'y parviens? Maintenant, la réalité avec les objectifs est que tu te fixes cet objectif ou les plans pour y achever, mais tout n'est pas toujours rose. Il y aura toujours des choses qui vont te mettre un peu les bâtons dans les roues, mais ça ne doit pas te décourager. C'est l'objectif qui va te permettre de tenir. Quand il y a des distractions, c'est l'objectif qui va te permettre de dire non, mon objectif c'est de réussir. Peut-être les amis vont partir chiller, ils vont partir faire une fête, mais toi tu regardes, est-ce que j'ai déjà refusé mes notes? Qu'est-ce que j'ai choisi? Je me focalise sur mon objectif pour avancer. Donc là, dans ce que j'entends, vous parlez de la nécessité de faire des sacrifices aussi à certains moments. Oui, l'autodiscipline, ça demande des fois aussi ces sacrifices, parce que des fois tu dois te fournir l'effort supplémentaire. Des fois, tu n'as pas envie soit de te réveiller, je ne sais pas moi, à 6 heures, mais il faut que tu te réveilles pour réviser peut-être avant d'aller au cours. Ouais. Et est-ce que ce sont des sacrifices que vous avez dû aussi vous-même faire à certains moments? Et si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre parcours? Ça m'a apporté beaucoup de choses, je vais dire. Et le sacrifice, je l'ai fait dans le sens, quand j'étais par exemple à l'école secondaire, moi, il arrivait les cours finis à 13 heures, mais je reste encore à l'école jusqu'à vers 15h ou vers 16h. Et puis c'est le moment-là, je rentre à la maison. Mais comme vous le savez, quand la dernière cloche sonne là, tout le monde a toujours envie de faire quoi? De rentrer directement à la maison. Mais moi, je restais encore quelques minutes. Ça me permettait quand même de réviser mes notes et ne pas attendre juste la dernière minute pour pouvoir réviser ou quand je suis dépassé un peu par mes notes. Et à l'université, c'est là où j'avais appris aussi les principes que je partage dans les livres. Au moins 30 minutes ou 1 heure par jour, tu révises. Ça peut être déjà suffisant. Et du coup, c'est que moi je faisais comme à l'université, nous, dans le contexte congolais, on étudiait du matin jusqu'au soir. Généralement, on commence à 8h ou 8h30, on finit vers 16h ou 17h. Et du coup, tu vois que tu n'as plus l'après-midi pour bien profiter. Et des fois, quand tu rentres, tu as été toute la journée, tu es un peu fatigué. Et du coup, je me fixais l'objectif de me réveiller un peu tôt. Peut-être quelqu'un pourrait être encore là en train de dormir. Et moi, je me lève vers 6h ou vers 7h, je révise quelques minutes avant de partir. C'est un effort supplémentaire que j'essaie de fournir. Et avec ça, tu te rends compte que tu n'es pas obligé de faire des nuits blanches lors des veilles ou des périodes de blocus.
des examens. Et on voit que ces efforts ont porté aujourd'hui leurs fruits, mais il y a quand même certains étudiants qui n'y arrivent pas, qui ont perdu la motivation. Et comment on se relève quand on a perdu la motivation? Comment est-ce qu'on réussit en fait à passer au-dessus de cette baisse de motivation? Je vais dire qu'un cas similaire m'était arrivé en bac D et en bac 3, dans le sens où là, je n'avais pas distingué. Donc j'étais dans les soixantaines et du coup, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'était arrivé. Et j'avais un cousin qui commençait à me troubler, que c'est parce que je commençais à m'intéresser trop aux filles que je ne réussissais plus. Mais je pense que j'avais abandonné mes habitudes. Donc, parce que là, je commençais à aller au cours, les profs enseignent, je me dis que ça, je comprends, tu vois. Et du coup, je ne me donnais plus le courage là, de réviser. Mais quand j'avais vu en bac D, j'obtiens les résultats, en bac 3, j'obtiens les mêmes résultats, ça avait créé quelque chose pour faire une introspection personnelle, pour me demander pourquoi ça. En tout cas, un peu pour moi, c'était comme de la magie. C'est juste à la rentrée, pour commencer maintenant les bac plus 4, que lors de la rentrée, on partage ces principes-là, lorsqu'on est en train de dire aux étudiants comment est-ce qu'ils vont se comporter pour la rentrée. Le fait là de réviser au moins chaque jour 30 minutes à 1 heure avant d'aller au cours. Et moi, j'avais piqué ça. C'est ce qui m'avait aidé à remonter. Mais des fois, dans ces moments-là, de façon maintenant générale, ce qu'on recommande, c'est de rentrer un peu en soi-même, faire l'introspection pour se demander pourquoi ceci m'arrive. Tu vois? Tu t'arrêtes un peu, il ne faut pas juste continuer à avancer comme ça, tout ça. Tu t'arrêtes, tu fais une introspection, interrogation personnelle, tu essaies de regarder pourquoi cela t'arrive. Et quand tu fais cette introspection, un audit personnel, tu dois avoir des points de blocage. Et avec ça, peut-être, tu redéfinis tes objectifs et ça va te permettre de quitter dans cette situation. Une autre chose que je peux signaler à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle les accountability partners, les collaborateurs compatibles. Tu regardes dans ton cercle des amis qui ont les mêmes ambitions que toi, des amis qui veulent faire ce que toi aussi tu veux faire. Et tu t'associes avec eux. Et à un moment, tu les dis même, j'ai envie d'étudier, mais des fois, je manque de motivation. Et j'ai besoin de toi pour me pousser, pour avancer, et ça aide aussi. Merci beaucoup pour votre retour et j'espère que vos conseils pourront motiver beaucoup d'étudiants. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup, Gloire, pour ce bel échange. Donc, on comprend en fait que le guide de l'étudiant du XXIe siècle, ce n'est pas juste un simple ouvrage, c'est vraiment une feuille de route. Il montre qu'au-delà en fait, donc, des notes, c'est vraiment l'attitude, c'est vraiment la vision, la persévérance en fait, qui permet de réussir. Ouais. Et ce n'est pas donc le quotient, donc c'est les bonnes habitudes. Donc, Gloire, merci beaucoup pour cet ouvrage. Donc, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? On peut le retrouver sur Internet, sur quel site? Et en fait, pour le moment, les livres sont disponibles sur Amazon.fr pour ceux qui veulent l'avoir, mais aussi à ICC Anvers et bientôt aussi ici à ICC Bruxelles. Ça sera aussi disponible. Ouais. Effectivement. En tout cas, donc, merci Gloire pour ce bel échange. Merci Angélique, merci Gabriella. Merci de nous avoir suivis. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. À très bientôt pour un nouveau numéro de Culture Caso.